Le développement personnel, votre développement personnel, veut absolument que vous fassiez vôtre la faculté de créer des visions précises dans votre imagination, les visions de l'avenir telles que vous le voulez, telles que vous avez décidé de le construire, telles que vous êtes en train de le construire. Votre développement personnel veut des buts. Fixer un but ne représente pas une tâche facile. Le respecter, le réaliser exige toutes nos forces. Alors apprenons à les diriger toutes vers cet objectif. Évitons de les disperser. Sachons refuser les tentations de la dispersion. Rappelons-nous la liste initiale de vos désirs et puis celle des conditions de réalisation. Pouvez-vous établir aujourd'hui des listes contraires, celles des envies les moins importantes à ne plus considérer, celles des actions que vous ne pouvez ou ne devez pas entreprendre? Pouvez-vous confirmer le choix de votre objectif par élimination, en refusant toutes les tentations superficielles qui vous sollicitent encore? Ainsi allez-vous préciser le désir, le but unique, absolu, qui mobilise votre vie et votre démarche succématique, le distinguer des envies de peu d'importance. Pouvez-vous écrire une liste des voies de garage et des terminus que vous ne voulez pas? À trop vous charger au départ, vous vous interdisez d'arriver. Vous êtes peut-être comme l'avion déséquilibré par l'excédent de poids. Refusez les conditions, les comportements inutiles. Vous faut-il autant d'argent que vous l'aviez calculé, autant de savoir, autant d'associés, autant de sécurité? Si à la réflexion vous le jugez utile, lâchez du lest. Refusez désormais le lest. C'est aussi votre droit. Pour le succématicien, le lest le plus sournois est peut-être le négativisme. Refusons désormais le négativisme. Dire non aux autres et oui à soi-même, pour rien et pour tout, représente la réaction commune. Désormais, l'unique valeur de votre refus sera de dresser une défense intérieure contre les réactions négatives que les autres peuvent déterminer chez vous. C'est une attitude nouvelle, importante et fondamentale. Bien sûr, vous emploierez le refus dans des cas particuliers et relativement rares. Il est tant de choses que vous ne pouvez plus refuser, car vous les avez comprises. Vous vous êtes engagé dans la succématique. Vous avez signé avec vous-même une sorte de pacte. Pour la succématique appliquée en particulier, vous ne pouvez plus refuser certains engagements. Vous ne pouvez plus rejeter l'orientation dynamique et positive qui vous fait choisir de considérer chaque événement, chaque être, chaque possibilité selon son bon profil, son profil lui-même positif. Vous ne pouvez plus refuser la présence de votre personnalité totale et les égards dus à l'immense continent secret de votre inconscient. Refusez les habitudes positives dont vous avez décidé de le nourrir. Impossible de nier l'influence des paroles non plus. En succématicien convaincu, vous avez mesuré toute la puissance des mots et celle des slogans. Les mots et les slogans reconnus comme accès à notre inconscient et à celui de nos partenaires. Reconnus comme déclencheurs d'énergie psychique et d'action. Vous ne pouvez plus refuser de jouer le jeu des lois à respecter, des conventions que nous avons choisies. Contre elles, la rébellion deviendrait une stérile perte de temps et d'énergie. Vous avez mieux à faire. En acceptant de transgresser les règles du jeu, nous décidons nécessairement d'en payer les conséquences. Ajoutez vous-même les situations où votre conscience, votre honneur et aussi votre succès vous interdisent de vous dérober, d'abandonner. Établissez parallèlement une liste de tout ce que vous ne voulez pas et de tout ce que vous ne voulez pas être. Nous pourrions l'appeler votre déclaration personnelle d'indépendance. Vous souvenez-vous de la déclaration d'indépendance des colonies américaines? Elle leur permit de se distinguer du dominateur anglais. Elle consacra la naissance d'un nouveau pays, les États-Unis d'Amérique. Votre déclaration personnelle participe à la naissance d'un nouvel homme. Elle se met au service de l'engagement le plus important, votre but, votre objectif. Commençons par envisager les situations où il peut sembler utile de dire non, mais pas indispensable, les tentations périlleuses. Un bon ami vous prend par le bras et s'écrie d'un ton enjoué « Mon cher, viens donc boire une bière avec nous » ou bien « Cher ami, passez donc pour le thé ». Imaginons que la bière ou le thé vous fasse envie, non pour leur vertu désaltérante, mais pour l'aspect social agréable, pour la satisfaction facile de vous fondre un instant dans un groupe. Le groupe se rassemble pour boire et boit pour se rassembler. Votre temps, vous pouvez beaucoup mieux l'investir. Si vous êtes cependant tenté d'accepter pour ces raisons faciles, ne croyez-vous pas urgent de dire non, moins au groupe, moins à votre ami qu'à vous-même? Mais tout le monde le fait, objecterez-vous. Oui, justement. Vous êtes libre de refuser de faire comme tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde. Mais je suis libre d'accepter aussi.
En êtes-vous si sûr? Autrefois, oui. Depuis, vous avez décidé de faire quelque chose de votre vie. Accepter un pot de temps en temps et par choix réfléchi reflète un art de vivre et non une habitude défaitiste. Accepter régulièrement marquerait sans doute une incapacité à vivre votre développement succématique. Prenez au contraire l'habitude de refuser toutes les satisfactions au rabais, celles-là comme les autres, et de ne jamais consentir pour faire plaisir, comme on dit par alibi. En vérité, pour faire petitement plaisir à soi-même. Par contre, lorsque vous savez qu'un effort ou même une corvée va réellement faire plaisir, alors votre accord est une affaire de conscience. Un exemple, l'heure passée au chevet d'un malade. Loin de vous déshumaniser, tout au contraire, le succès méthodique peut grandir ces qualités de cœur qui sont en vous. La rencontre dans les cafés s'inscrit parmi les coutumes multiples, parmi les modes qui volent le temps, l'énergie et plus grave encore, l'individualité. Désormais, vous êtes libre de vous distinguer de la masse par un comportement personnel. Que risquez-vous? En général, rien, sauf si vous transgressez une convention que vous avez reconnue après mûre réflexion comme utile pour vous. Et puis surtout, oubliez la peur du « qu'en dira-t-on ». Savez-vous ce que disent les gens d'un comportement individualisé? La plupart du temps, rien. Ils ne le remarquent même pas. Et s'ils tiennent absolument à exprimer un jugement, c'est leur problème, non le vôtre. Accepter régulièrement, accepter presque tous les jours de presser le bouton de la télévision représente peut-être un des dangers les plus graves. Au gaspillage monstrueux de votre temps s'ajoute l'habitude de la passivité. Rien n'apparaît plus contraire à l'orientation succématique que la contemplation répétée et passive du succès des autres. Elle se compare à la docilité servile et admirative des pauvres gens d'autrefois qui venaient s'émerveiller en silence, respectueusement, de loin, derrière les grilles du château, s'émerveiller des fêtes somptueuses que les riches châtelains donnaient à d'autres riches, à l'intérieur du château, au-delà du rempart des grilles, comme à la télévision, au-delà du rempart de l'écran. Autre péril, accepter régulièrement que les étrangers décident pour nous. Quel danger commun, habituel, omniprésent. La publicité possède-t-elle le pouvoir de manipuler vos tentations? Les journaux, les discours, la télévision, encore elle, les groupes et les pressions sociales, les maîtres à penser, les gourous, peuvent-ils violer vos facultés de jugement et de choix? Attention, il n'est pas question de nier la publicité ou de succomber à l'illusion de devoir ou pouvoir la détruire. C'est impossible et même sans doute non souhaitable. La publicité vous informe. Contentez-vous de repousser la tentation qu'elle déclenche en vous. Dites non à vous, pas à elle. Ne trouvez-vous pas en effet qu'une personne tendue vers la réalisation d'un objectif qui la distingue fondamentalement de la masse a le droit de s'en distinguer également par le caractère personnel de ses décisions? Elle refuse que les faiseurs d'opinion ne déteignent sur elle, ne la contaminent, elle s'informe, elle forge sa conviction personnelle, tout en sachant parfaitement qu'un tel choix ne reflète que sa vérité à elle. Cette vérité relative, mais originale, guide ses décisions. Un succématicien ne se fait pas mouton pour fuir la difficulté et la solitude d'une prise de décision. Jusqu'à présent, nous avons discuté l'opportunité de dire non pour préserver notre liberté. Abordons maintenant les cas de légitime défense, où il faut refuser pour survivre. Êtes-vous divorcé? Êtes-vous homosexuel? Êtes-vous motocycliste? Haut comme 3 pommes, chauve, ou peut-être juif, ou noir? Êtes-vous femme? Quelqu'un entreprend-il de discuter avec vous de la négritude, la féminitude, l'homosexualité, la calvitie? Pourquoi pas? S'il respecte un niveau abstrait qui ne vous implique pas. Mais prenez garde, sa tentation est grande de quitter le niveau général et de vous discuter en tant que femme, que juive, que noire, que chauve. Et votre tentation est grande de vous laisser culpabiliser. Refusez même d'être pris comme référence pour illustrer la situation générale des femmes, des noirs, ou des juifs, ou des chauves. 2 moyens de défense. Le négatif agressif ou le refus positif est presque ironique du combat. Voici le négatif. Tu n'as pas le droit de discuter de ma situation. Moi seul, je puis ouvrir une telle discussion. Maintenant, le positif. Bien sûr, tu as raison. Les Noirs sont tous comme ça. Mais pas moi. Comme toutes les femmes, tu es incapable de parquer en marche arrière. Réponse négative, elle n'est pas mauvaise.
Ton opinion des femmes représente ton problème et non le mien. Nous discutons aujourd'hui de ma manière personnelle et non collective de parquer. Réponse positive. Bien sûr, chérie, toutes les femmes conduisent comme tu dis. Mais je ne suis pas toutes les femmes. Je suis différente. Une des preuves, c'est toi qui m'as choisi. Ne vous laissez pas entraîner à discuter et à vous battre. Vous mettriez en question votre capacité à jamais parquer correctement, puisque vous êtes une femme et que le monsieur professe de telles opinions. De plus, il souffre d'une maladie de pensée difficilement guérissable. Il confond le niveau général, toutes les femmes, avec le particulier, votre personne. Vous autres juifs, vous retombez toujours sur vos pattes. Tu sais, moi des juifs, je n'en connais pas beaucoup. Ceci dit, parlons de moi et de mon habileté personnelle à retomber sur mes pattes. Ceci n'est pas du tout la même chose. Êtes-vous chauve, petit, obèse, boiteux, rouquin? Votre nez part-il de travers? Vos oreilles sont-elles décollées? Avez-vous des taches de rousseur ou une envie de vin? Connaissez-vous des handicaps personnels ou familiaux? Votre frère est-il en prison? Si de tels faits représentent un problème pour vous, si vous redoutez les remarques, préparez une défense ironique et pas trop agressive. Une défense préfabriquée. Je sais, mes taches sont sur mon nez. C'est une tare abominable. Mais combien de gens les ont dans la tête? Et puis souvenez-vous qu'un handicap représente souvent un défi positif et vous conduit même à le compenser par une réussite. Ainsi, une jeune femme avait-elle honte de son nez. Dans un stage de développement personnel, un animateur remarqua incidemment que son profil nasal correspondait souvent à un signe d'intelligence. Il lui fit le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. Depuis, cette femme réellement intelligente a gagné une assurance si grande qu'elle a réalisé un remarquable succès. Résistons à la tentation de remarquer le handicap des autres. Ridiculiser le nez du voisin correspond à un aveu transparent de notre sentiment d'infériorité vis-à-vis de son cerveau ou de sa réussite. Ce voisin aurait-il un défaut dont par exceptionnel, je ne serais pas affecté? Monsieur, vous êtes un imbécile. Ah bon? Mon imbécilité semble vous affecter. Moi, je l'avoue, elle me laisse bien tranquille. Madame, vous êtes une vulgaire gourgandine. Ah bon? Pourquoi cette condamnation des gourgandines? Pour entretenir une agression, il faut être deux. Refusez le second rôle, celui de la victime. Dites-vous, je suis adulte, je me prends au sérieux, je sais ce que je vaux et je refuse ce genre de combat où celui qui crie le plus fort et recourt aux arguments les plus vulgaires a une chance de gagner. Je dis non à ma tentation de lutter contre les insultes stupides. Telle personne vous accable de reproches injustes, d'accusations non fondées. Plus dérisoire, tel automobiliste vous refuse la priorité, tel autre vous vole la place de parking que vous attendiez depuis 10 minutes. Et vous ne pouvez éviter que ces agressions ne réveillent en vous les réactions d'une zone primitive de votre cerveau. Votre cerveau humain est ainsi fait. Ces gens ont la capacité de déclencher en vous une défense quasi animale. Et cette capacité représente presque un viol. Mais vous avez celle d'arrêter la réaction. Il y a actuellement un sentiment négatif qui me traverse et me pollue, mais je ne suis pas cette pollution, je ne suis pas ce sentiment. Prenez l'habitude de répéter cette phrase en pareille circonstance. Je comprends parfaitement vos scrupules, vous dit un personnage bien poli, mais il faudra néanmoins me communiquer les renseignements sur votre associé. Sans ça, je me verrai dans la douloureuse obligation de révéler certaines de vos erreurs de jeunesse à nos amis communs. Chantage. Que faites-vous? Tout d'abord, vous refusez le piège tendu. Vous avertissez même vos amis de la visite possible du personnage bien poli. Ne leur avouez pas d'avance tous vos péchés véniels. Dites plutôt, un maître chanteur viendra peut-être te raconter des salades. Il est mal informé. Si jamais il vient te voir, adresse-toi d'abord à moi. Ainsi aurez-vous plus de crédibilité auprès de vos amis qu'un maître chanteur. Ne vous est-il pas arrivé de vous étonner lorsqu'une personne prenait une décision importante, mais contraire à ses intérêts? Elle était peut-être victime d'un tyran plus fréquent qu'on ne le croit, le chantage. Ne tombez jamais sous sa botte. Refusez votre peur ou votre honte. Refusez, quel que soit le prix. C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. Souviens-toi, quand tu m'as accusé d'être toujours de mauvaise humeur. Oui, justement, tu étais déjà agressive.
Nous sommes en pleine scène de ménage, ce genre de scène stérile qui empoisonne la vie d'un couple et dont la répétition le détruit, ce genre de scène qui peut également empoisonner les discussions professionnelles. Lutte de pouvoir, chacun joue au bras de fer avec chacun pour rien d'autre que pour gagner, pour avoir raison. À de telles discussions infantiles et amères, opposez un questionnaire. Quel est le but de la controverse? Pour qui est-ce important d'avoir raison? Si tu as raison, ton problème sera-t-il résolu? L'opinion d'autrui sur le fait que vous ayez tort, c'est le problème d'autrui. Refusez le jeu infantile des polémiques éternelles. Sans l'harmonie de votre vie familiale, sans l'harmonie de votre climat professionnel, il serait beaucoup plus difficile de réaliser votre objectif. Et votre harmonie intérieure, veut-elle que vous ayez raison devant vous-même? Êtes-vous de ces gens qui, après une décision erronée, vont jusqu'au bout et parfois jusqu'à la catastrophe, plutôt que d'admettre s'être trompés au départ? Non, je me rends compte que j'ai pris le mauvais chemin et j'arrête les frais à temps, même si j'ai déjà investi beaucoup d'argent et d'énergie. Je ne me saborde pas pour éviter de perdre la face. Très bien. Vous sabordez-vous pour ne pas faire de peine. Pouvez-vous dire non à la bonne volonté envahissante dont vous êtes bénéficiaire ou victime? Non à l'aide que l'on tente de vous imposer. Non, par exemple, à la médecine que vous ne voulez pas. L'aide s'adresse à moi. La médecine s'applique à mon corps. Son action intéresse ma santé et ma vie. J'ai le droit de poser des questions, de me mettre au courant, de me renseigner ailleurs, de lire des livres relatifs à ma maladie et de décider. Bien sûr, je vais dire non merci, car j'aime les gens et j'admets les conventions sociales. Mais je n'ai pas d'explication à donner, je n'ai pas à me justifier, c'est-à-dire à me culpabiliser. Parlons des phénomènes de groupe. Le groupe exerce une pression uniformatrice sur l'individu. Le groupe tente à vous rendre moyen, identique aux autres, et il utilise une arme qui se trouve déjà en vous, votre besoin élémentaire d'appartenance. Le groupe tente à vous influencer avec l'opinion du groupe. Comment expliquer le succès foudroyant de certaines doctrines diffusées par des groupes très actifs? Leurs recrues, parfois innombrables, n'ont pas su se défendre par la puissance d'un refus réfléchi. Certes, bien des groupes exercent sur vous une influence positive. Les petits groupes de travail en particulier, les petits ateliers de recherche, de réflexion et de création, les noyaux d'amis, certains clubs de loisirs. Mais un succématicien apprend à mettre ces groupes en question avant de les rejoindre et de leur confier son individualité. Dans votre construction d'un avenir succématique, vous vivez au maximum de vos capacités et vous en éprouvez un enthousiasme, une euphorie qui peuvent vous pousser à accepter avec confiance d'autres satisfactions apparemment enthousiasmantes. Les groupes, avec leur philosophie déjà existante, avec leur émulation exaltante, peuvent vous absorber. Les groupes peuvent vous pousser à dévier. Il est très difficile de résister à l'influence du groupe. Attention, mieux vaut éviter le groupe qui pourrait m'influencer négativement que de succomber à sa pression. Aujourd'hui, votre stratégie du succès s'inscrit dans une démarche individuelle. Vous appartenez à une élite qui a satisfait son besoin d'appartenance. Vous choisissez vos groupes et vous ne vous laissez pas absorber. Vous ne succombez plus à vous-même. Vous savez dominer vos tentations négatives par une reconnaissance et un refus de la tentation. Vous avez votre but. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous le faites. Avec les autres ou sans les autres, car c'est votre vie, votre choix, votre décision.